Je m'appelle André Hofer, je suis né à Bienne en 1957. Oui, absolument. C'est d'ailleurs là qu'a vraiment débuté mon engagement. Avant, c'était plutôt dans les idées. Mais effectivement, au moment d'aller à l'école de recrue en 1977, donc à l'âge de 20 ans, comme je côtoyais fréquemment les camarades de la Ligue, ils m'ont conseillé d'aller à une séance à Neuchâtel vers les camarades neuchâtelois de la Ligue qui animaient les comités de soldats. Et puis, donc on a préparé l'entrée à l'école de recrue avec un tract, mais évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons distribué, parce que c'est les camarades de Neuchâtel qui l'ont distribué. Et puis, ensuite, pendant les 17 semaines d'école de recrue à Colombier, eh bien, on a rencontré nos camarades neuchâtelois à peu près 10 à 12 fois. Quand on était à Colombier, on les voyait tout de suite. Au lieu de rentrer directement à Bienne, on s'arrêtait au restaurant Terminus en face de la gare. Et puis on discutait pendant 1 heure, on préparait le tract du dimanche soir, ou on préparait le journal de caserne. C'est-à-dire on préparait, c'est tous les camarades de Neuchâtel qui faisaient le travail, mais nous on leur donnait les informations. Mais taper, écrire, mettre en page, c'est eux qui le faisaient. Nous on écrivait les textes à la caserne pendant la semaine et puis on leur donnait. Donc le comité de caserne, c'était essentiellement dénoncer des brimades, dénoncer de l'endoctrinement idéologique, raconter des anecdotes drôles du genre quand le médecin nous fait une conférence sur le bien-être et la santé, puis nous dit n'hésitez pas à venir me voir, je ferai le joint, avec tout le monde éclate de rire, hein. On fumait tous, donc etc. Donc c'était bien. Mais en même temps, cette année-là, en 77, on a fait une pétition nationale, parce qu'il y avait des comités de caserne à peu près partout en Suisse. Et on a eu 14 000 signatures qui demandaient, ce qui n'est pas négligeable, hein, de mettre 14 000 signatures de recrues, qui demandaient des transports publics à 5 francs. Parce qu'à l'époque, on devait se payer le transport public, et puis c'était cher, comme ça l'est aujourd'hui. Et puis on demandait 5 francs, de manière à ce qu'on soit incité en tant que recrue à utiliser le transport public plutôt que la voiture. Et le dimanche soir, elle rentre trop vite, très vite. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Trop d'accidents. Donc on a demandé ça. Alors évidemment, on ne l'a pas obtenu. Ce n'est pas la hiérarchie militaire qui va écouter les comités de soldats et puis une pétition. Mais n'empêche qu'en 1982-83, le billet était à 5 francs. Donc finalement, la pression qui a été exercée pendant les années 70 pour améliorer les conditions de vie des recrues et des soldats, ça a payé. C'est-à-dire que la hiérarchie était obligée de lâcher un peu du lest parce qu'on pouvait finalement faire un peu ce qu'on voulait à l'école de recrue. Et puis après coup, au niveau des comités de soldats, on a continué. Il y a par exemple eu énormément de pétitions, souvent soutenues par les églises protestantes, parce que les pasteurs étaient très progressistes à l'époque, surtout dans le canton de Neuchâtel, contre l'introduction de la garde armée. Les gens l'ignorent probablement, mais jusqu'en 1980, à partir des années 60 jusqu'en 1980, on devait poser la garde avec un fusil, un casque, mais il n'y avait pas de munitions. Donc c'était une garde fictive qui, en fait, ennuyait tous les soldats, parce qu'on ne gardait rien du tout, à part 2-3 camions, et puis ça ne servait à rien. Et puis en plus, si on était attaqué, entre guillemets, on n'avait pas de quoi riposter. Donc c'était totalement ridicule. Par contre, après, faire la garde armée à partir de 80, faire la garde armée là où on logeait. Donc, il faut savoir que l'armée logeait dans des écoles. Donc, on faisait la garde armée au milieu d'un préau scolaire avec des enfants qui faisaient la récréation. Donc ça, c'était hallucinant. Donc on était évidemment contre. Il est assez normal que les pasteurs soutiennent cette revendication, ou l'initient même. Donc oui, ça pour moi, c'était un moment important. On n'était pas contre l'armée en soi, mais c'était une armée du peuple, parce que
toutes les révolutions qui se sont faites ont dû se défendre. Donc la position, c'était aussi de savoir se défendre. Mais évidemment, en Suisse, il n'y aurait pas de révolution avant des décennies ou des siècles. Mais ça, c'était un peu la position générale. Donc on n'était pas pour l'objection de conscience. Pas contre non plus. D'ailleurs, j'admirais beaucoup mes copains qui se ramassaient 6 mois, 9 mois de prison dans des prisons avec des détenus de droit commun, des criminels, des vrais criminels. Il fallait avoir du cran pour faire 6 mois de prison ou 9 mois de prison, avec encore le risque de ne pas être exclu de l'armée. Ça on n'imagine pas ce que ça devait être comme épreuve. Et puis le choix qu'on avait, il était ou bien tu étais d'accord de faire de la prison pendant longtemps, ou bien tu subis ton école de recrue. Mais on pouvait la subir. Après, psychologiquement, pour certains, c'était effectivement difficile, l'école de recrue aussi. Mais en soi, si on a un bon groupe, c'est bon, ça va. C'est très supportable. J'aurais été mieux à la plage, ça c'est bien clair, mais non, on a pris les choses sous le bon angle. L'idée, c'était d'ennuyer la hiérarchie au maximum. Donc, au lieu d'apprendre à démonter l'arme puis à la remonter en 3 jours, ben, il nous fallait 4 semaines. Et puis, du coup, on nous disait, ah ben, tu sais toujours pas démonter ton flingue, ben, tu viendras ce soir à 19h, tu pourras pas être de sortie puis aller au bistrot. Et nous, on disait, ouais, bon, ben, tant pis, de toute façon, on est là, on est là. Hein. Puis en fait, le but était atteint, parce qu'on ennuyait la hiérarchie. La première fois, il y avait tous les caporaux, il y avait tous les lieutenants, puis il y avait même le capitaine. Mais la fois suivante, il y avait plus qu'un lieutenant, puis tous les caporaux, puis la fois suivante, les caporaux nous engueulaient, parce qu'ils étaient tout seuls, puis finalement, on finissait avec un seul caporal. Donc, parce que nous, on n'était pas ennuyés de ne pas aller au bistrot, qu'est-ce que ça nous faisait? On était à Colombie, on était à Colombier, hein. Tandis qu'eux, ils avaient envie de sortir. Ben voilà. Donc, c'était notre truc. Ou bien refaire 25 fois le même exercice, ça ne nous dérangeait pas. On avait à l'époque un règlement de service qui nous permettait de sortir du rang, de s'annoncer, chef, vous n'avez pas le droit de nous donner une punition collective, c'est moi qui ai fait l'erreur, je vais bien le refaire, les autres, ils vont à la pause. Donc c'est un petit peu l'ambiance. Donc c'était raisonnable, hein. C'était supportable. Oui, c'est mon premier vrai engagement. Après, du coup, en sortant de l'école de recrue, ben, j'ai commencé de récolter des signatures pour le référendum contre la BUSIPO, Bundessicherheitspolizei, contre la police fédérale de sécurité que le conseil fédéral Fourgler voulait absolument instaurer. Et puis ça, c'était bien parce qu'on a eu un bon écho, de belles manifs nationales et surtout une victoire dans les urnes. Il n'y a pas eu de police fédérale de sécurité. Mais la police faisait quand même son travail très sérieusement, puisqu'on a tous été fichés longuement. Mais ouais. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné. Après, il y a eu le Nicaragua, et puis j'étais à la Ligue. À la Ligue, donc il y avait cette animation des comités de caserne, mais c'était une préoccupation générale contre l'armée. Contre l'armée vache à lait, c'est-à-dire contre l'armée d'abord qui utilise des ressources inutiles, contre l'armée qui fait produire des biens destructeurs, etc. Donc c'était une préoccupation générale. Et puis ici, pour moi, c'est devenu vraiment une activité très importante parce que après mon école de recrue en 77, s'est posé la question du réarmement nucléaire américain avec les missiles Cruise et Pershing, des missiles entre guillemets furtifs, donc qui sont tellement bas par rapport au sol qu'ils ne sont plus visibles par les radars. Donc du coup, quand ils sont aperçus, ils sont déjà sur le territoire ennemi. Donc le risque d'erreur nucléaire, de mauvaise identification, puis il n'y avait plus le temps de se téléphoner pour dire alors Sam, c'est toi qui m'as envoyé le missile ou pas. Il fallait riposter. Donc le niveau de dangerosité est monté tellement que dans toute l'Europe, il y a eu des manifestations incroyables, y compris à Berne, où on ne pouvait plus sortir de la gare de Berne.
On arrivait en train, puis on était coincé dedans pendant 2 heures. Donc la ville avait été complètement bloquée. Puis il y avait des chaînes humaines en Allemagne sur des centaines et des centaines de kilomètres. Ça, c'est important au niveau de la réflexion. Puis ça a relancé vraiment le mouvement antimilitaire. Du coup, ici, on s'est engagé, en tout cas moi je me suis personnellement engagé. Souvent, on est beaucoup allé dans le Jura pour faire des présentations sur les risques nucléaires, et puis après on s'est accroché au wagon de l'initiative pour un service civil, la preuve par l'acte. Et puis ça, c'était une bonne chose parce que ça nous a permis de nous allier avec les antimilitaristes pacifistes, parce que nous, on n'était pas, ou entre guillemets, pacifistes, donc avec le Centre Martin Luther King ou des mouvements comme ça. Et c'était très bien. Du coup, on a immédiatement embrayé sur l'initiative pour une Suisse sans armée qui avait été lancée par les jeunesses socialistes. Et puis, ça avançait pas trop, il n'y avait pas beaucoup de signatures, il en manquait un certain nombre. Et puis, la Ligue, enfin le PSO, s'est investi énormément pendant 6 mois, 9 mois. Et puis, on a récolté à peu près 40 000 signatures. Donc, on était les principaux récolteurs. Mais on ne disait pas on le faisait comme ça. Donc, pour moi, ça a signifié que je suis allé à Saint-Imier, Tavannes, Moutier, Tramelan plusieurs fois. Enfin, tous les samedis, tous les vendredis, on était en route. J'ai passé mes vacances au Festival de Nyon. C'était super parce que les gens signaient. Et puis, ça valait la peine puisque dans une conjoncture favorable, puisque les pays de l'Est étaient en train d'imploser, donc le danger, entre guillemets, de l'Est a diminué drastiquement au moment de la votation. On a quand même fait 37%, plus d'un tiers des Suisses qui disent non à l'armée. Ça a fait un coup politique très très mal à la droite et à tous ces militaristes. Et puis pour terminer là-dessus, quand 3 ans après, il y a quand même eu, on était aussi là, c'était plus la Ligue, on n'existait plus, mais on était tous là, tous dans l'affaire, c'était les mêmes qu'à l'époque. Récolter 400 000 signatures en moins de 2 mois contre le F-35, il fallait y aller. Hein. Donc là, c'était la une tous les jours dans la presse romande. Et c'était le porte-parole principal pour la Suisse romande, c'était Jean-Michel. Moi, j'étais à Lausanne à ce moment-là pour des études en semaine. C'était lundi soir, mardi soir, mercredi soir, on était au bureau, puis on envoyait lettres. Il y avait, la Suisse entière demandait des feuilles de signature. Et là, on a perdu malheureusement. Et comme ça. Mais on a pu voter, c'est pas comme cette année, enfin l'année passée, où Madame Amerde nous a vraiment scié en signant les contrats de F-35 avant qu'on vote l'initiative. Ça, c'est une honte démocratique immonde. Ça montre bien qu'en fait, en Suisse, la démocratie, c'est intéressant quand ça marche pour la droite, mais quand c'est pour la gauche, c'est embêtant. On verra ce qui va se passer d'ailleurs avec la mise en place de la 13e rente AVS.